Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Charlotte Casiraghi, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, le podcast Reading Wild, ça commence toujours par un premier rituel. Et c'est un petit portrait que j'ai préparé après avoir lu votre magnifique livre, La Fêlure. Charlotte Casiraghi, vous écrivez comme vous lisez, avec délicatesse, exigence et une attention très fine à ce qui vacille. Dans La Fêlure, que vous venez de publier aux éditions Julliard, vous explorez ce qui en nous se brise, se fissure, se déplace, et la manière dont la littérature permet d'en approcher les contours sans jamais les figer. On sent combien la lecture est pour vous un espace intime et essentiel, un lieu de dialogue avec les écrivains, avec les morts, avec les grandes voix du passé, mais aussi parfois un refuge, une manière de tenir, de trouver un écart, une distance, quand le réel devient trop abrupt. Dans votre livre affleure une forme de mélancolie, non comme un état spectaculaire, mais comme une trace discrète, presque invisible, une manière d'être au monde, attentive aux signes, au silence, à ce qui se joue sous la surface. On y décèle une lectrice patiente, habitée par la philosophie, la littérature, par ces voix qui accompagnent et qui éclairent, une lectrice pour qui les textes ne servent pas à combler, mais à ouvrir, à faire place. Alors c'est ce chemin de lectrice, intime, libre, profondément incarné, que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui. Et je vais vous poser notre question rituelle, la première toujours de notre podcast Reading Wild, et c'est Charlotte Casiraghi. Quelle lectrice êtes-vous ? Une lectrice un peu boulimique, c'est-à-dire que je lis beaucoup de livres en même temps, j'ai un peu cette boulimie de la lecture, avec un défaut, sans parfois toujours terminer tous les livres que j'entreprends. Donc ma table de nuit est remplie de livres, ça déborde de tous les côtés. Donc je dirais aussi une lectrice passionnée et très éclectique. Oui, parce que vous aimez côtoyer tous les genres, la poésie, la philosophie, la littérature. Vous avez aussi vos activités régulières, d'ateliers, les rendez-vous littéraires aussi, de la rue Combon. Donc j'imagine effectivement qu'entre des livres très intimes, personnels, des livres que vous envisagez aussi pour ces rendez-vous, il y a beaucoup de choses qui doivent s'inviter, se présenter et vous donner envie. Oui, c'est ça. Et puis selon aussi... alors j'ai la chance de faire des activités où ça implique de lire beaucoup de livres. Et que ça, c'est une chance aussi parce que ça me permet de pouvoir y accorder une grande place dans mes journées. Et en même temps, quand on lit, parce qu'on doit lire des livres, que ce soit pour un prix de philo, pour une rencontre littéraire, une conférence, parfois on perd un peu le plaisir plus gratuit de la lecture, sans obligation. Et parfois, en fait, je suis un peu trop bonne élève, où j'ai ma liste, tous les livres que je dois lire, et parfois... Voilà, j'aimerais avoir un peu plus de moments où je lis tout simplement ce qui me donne envie à ce moment-là. Un peu plus libre. C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez différents modes de lecture, différents moments ? Quand vous lisez un livre, vous prenez beaucoup de notes pour préparer vos rencontres Ça dépend. Parfois, oui, je suis obligée de prendre des notes pour me souvenir, parce que sinon j'oublie tout. Selon... les livres, surtout en philosophie, si on note pas, c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à me souvenir. Donc, j'ai besoin de surligner, de noter des citations.
parfois, ça m'arrive de lire très mal, hein, d'avoir une curiosité d'un livre et je vais directement voir ce qui m'intéresse et puis après, sans le terminer. Voilà, ça m'arrive aussi. Voilà, je suis pas une lectrice toujours appliquée. Ça dépend un peu aussi de mon état de fatigue et je pense que comme beaucoup de gens, il y a des moments où on manque de concentration, même quand on aime les livres, c'est difficile. Je crois qu'on est tous concernés par ça, même pour ceux qui aiment ça. Je vois que nos capacités d'attention sont vite menacées. C'est vrai aussi que dans la capacité d'attention, il y a aussi un rapport à l'exigence de la langue, je pense. Oui. Il y a certains livres très littéraires où on se rend compte que ça peut nous demander un effort. C'est vrai, même les plus grands lecteurs. Oui. Moi, je le ressens aussi, de se laisser glisser dans cette langue, dans ce moment. Oui, et puis il y a aussi, je crois, le rapport à l'imagination, à la fiction, est plus difficile aujourd'hui. De rentrer dans un univers de fiction, de vraiment rentrer dans un univers qui est loin du nôtre, loin de nos préoccupations quotidiennes, loin de nos obsessions, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous inquiète, pour vraiment voilà, larguer les amarres et je crois plus difficile à certains moments, je trouve, parce qu'on est un peu happé, je crois, par nos existences et on cherche des clés, on cherche des clés de compréhension. Donc parfois, on va avoir plus de facilité à lire des livres qui décryptent un peu ce que nous sommes en train de vivre et plus de mal à aller vers le territoire de la fiction. Mais on en a terriblement besoin aussi et donc il faut parfois un peu de temps pour entrer dans un livre. Il faut parfois être un peu perdu au début, être sans repère et il faut insister. Il ne faut pas lâcher trop vite. Alors, vous parlez de fiction, c'est un genre que vous aimez, que vous avez aimé. Comment, revenons quand même un petit peu sur vos premiers moments à l'origine avec les livres. C'est quoi vos premiers souvenirs comme ça, sans forcément remonter au premier livre, mais des impressions fortes que vous avez, des moments où les livres vous ont attrapé, ont été importants pour vous, et avec quel livre peut-être Les premiers livres, j'ai pas des souvenirs tout à fait précis. J'ai un souvenir d'une édition de La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, qu'on m'avait offert. Et c'est vrai que je me sentais, comme c'était une édition un peu pas trop enfantine, je me sentais comme une grande, avec un livre voilà, qui n'était pas que destiné aux enfants, même si effectivement Les Malheurs de Sophie sont en général un livre qu'on lit enfant, et qui affectionnait particulièrement ma mère, qui me l'avait lu, et donc je me souviens avoir été toute fière d'avoir eu cette édition des Malheurs de Sophie que j'emportais partout avec moi, même si j'étais encore très petite, donc je pense que je le lisais pas encore parfaitement bien, j'étais très jeune, mais j'étais très fière d'avoir ce livre. Et après, ça a été beaucoup de souvenirs de livres autour du cheval. Oui, alors comme ça, je pratiquais l'équitation beaucoup, c'était vraiment ma passion. Donc pour moi, c'était merveilleux de pouvoir prolonger ma passion pour l'équitation dans les livres. Donc voilà, les grands classiques comme Black Beauty, Les Talons Noirs. Les Talons Noirs, ouais, j'ai vu que vous étiez une grande lectrice de Les Talons Noirs. Moi, j'ai jamais été cavalière vraiment, j'ai essayé, mais j'ai adoré Les Talons Noirs. Ouais. Je pense la relation, enfin c'est le souvenir, parce que maintenant c'est... Mais effectivement, la relation à l'animal, c'est quelque chose, moi, qui me touchait beaucoup, ce qui se passait entre... Donc ouais, j'avais des souvenirs à ce moment-là en fait, parce que j'étais tellement passionnée par les chevaux et je passais mes journées avec mon poney ou dans le centre équestre, et que le fait que je pouvais prolonger ce plaisir en lisant des histoires de chevaux, pour moi c'était génial. C'était une manière de me dire que voilà, j'étais pas obligée d'arrêter, quoi. Donc ça se poursuivait par l'imagination
voilà, en lisant. Au-delà de l'évasion, il y a des rencontres, peut-être il y a eu aussi des passeurs, peut-être, dans votre parcours. Moi, je me souviens avoir lu une fois une interview de Karl Lagerfeld, Mhm. et il parlait de vous en expliquant, assez jeune, je crois, adolescente, que vous veniez dans sa grande bibliothèque et que vous l'aidiez. Vous voyez déjà, il percevait, mais je crois que vous aviez peut-être 14-15 ans, hein, j'ai lu ça il y a quelques temps, et que c'était des moments très forts et qu'il percevait chez vous déjà quelque chose, je pense, de très fort avec les livres. Oui, je me souviens, vers l'âge de 15 ans, 15-16 ans, j'avais passé un été dans sa maison à Biarritz où il avait fait construire une immense bibliothèque. Et ce qui m'avait fasciné, c'est qu'il y avait au milieu de cette gigantesque bibliothèque, il y avait un lit bibliothèque. Un lit au milieu de la pièce avec des livres à l'intérieur. Et pour moi, ça, c'était un rêve devenu réalité. Et du coup, je lui avais proposé de l'aider à ranger des livres pour pouvoir passer voilà, énormément de temps dans cet endroit. Et oui, Karl a contribué à en tout cas nourrir cette passion et l'encourager. Il m'envoyait beaucoup de livres et il valorisait beaucoup ça dans nos échanges. Donc c'était assez valorisant aussi. Et chez vous, vous avez, je crois, des frères. Vous étiez tous grands lecteurs. C'est quelque chose qui est fort dans la famille Oui, ou... alors pas forcément à lire les mêmes choses, mais mon frère aîné, Andrea, était un très grand lecteur, très jeune même. Je pense qu'il m'a aussi poussé dans la lecture beaucoup. Parce qu'il lisait beaucoup vers l'âge de 11-12 ans, de manière assez précoce. Il avait beaucoup lu Dostoïevski, beaucoup de poèmes de Verlaine, de Rimbaud. Il était assez précoce dans ses choix de lecture. Et donc, je le regardais comme ça en me disant, mais mon frère, voilà, il a compris tellement de choses. Je voulais, voilà, trouver grâce à ses yeux. Alors, je l'imitais. Je voulais lire comme lui, m'intéresser à des grands livres comme lui, être grande. Et donc, je crois qu'il m'a aussi poussé un petit peu au défi. Donc, voilà. C'est joli cette image, c'est vrai, des livres. On a l'impression de grandir avec eux. Et vous, quels sont les premiers grands livres, premiers grands auteurs, les grands souvenirs? Là, vous parliez de Dostoïevski pour votre frère Andrea, mais est-ce qu'il y a vraiment un premier livre comme ça? On parlait de fiction qui vous a emporté. C'est difficile de faire une cartographie comme ça, mais je dirais que après c'est surprenant comment notre mémoire se brouille ou parfois je ne sais plus tout à fait à quel âge j'ai lu tel ou tel livre. Donc, mais je crois que les premiers chocs, ça a été quand même avec la poésie au début du collège, avec Rimbaud, des poèmes de Rimbaud, de Victor Hugo, où ça m'a beaucoup touchée dans ma sensibilité. Donc ça a ouvert quelque chose à ce moment-là. Et puis après, je crois que le Rouge et le Noir de Stendhal, que j'avais lu en 4e, où j'avais voulu faire une fiche de lecture sur le Rouge et le Noir. Et ça m'avait bouleversée. Vraiment là, pour le coup, entrer dans un monde, un autre monde où la force des personnages, des passions, de cette trajectoire de Julien Sorel. Enfin voilà, c'était pour moi éblouissant, quoi. Le livre, c'était le premier grand roman où j'avais l'impression d'être dans un très grand roman. Et où je me disais, c'est presque plus beau que la vie, quoi. Alors, pas forcément, mais à ce moment-là, j'avais cette impression de grandeur de la littérature. Et à cette époque-là, à cet âge-là, vous étiez une grande lectrice au sens où vous vous isoliez pour lire. Je pense même par rapport à vos camarades, par exemple, on parlait du collège, même du lycée. Ouais. Après, vous construisiez vos amitiés aussi sur du parcours. Alors, parfois, en fait, c'est ça qui est difficile et parfois cruel au collège, surtout, où j'avais pas forcément
des amis ou des personnes avec qui partager cela, et c'était pas très cool, c'était pas ça qui comptait vraiment. Donc, du coup, c'était plutôt caché, ou en tout cas, j'avais l'impression que c'était avec mes professeurs que ça se jouait, où j'avais envie, voilà, de partager avec eux ce que les livres me procuraient, ou dans les dissertations, ou dans la peine que je me donnais pour ça. Donc ça se jouait plutôt avec mes professeurs, pas avec mes camarades, où je sentais que c'était pas, voilà, c'était pas ce qui avait trop de place à ces âges-là, où c'est pas quelque chose qu'on valorise nécessairement. Puis au lycée, après, plus tard, ça a été autre chose encore. Où là, on peut plus échanger euh, autour des livres. Il y a un autre, peut-être, j'ai rencontré d'autres personnes avec qui j'avais cette complicité dans les choix de livres, dans les lectures. Ouais. Alors revenons à votre livre, La Fêlure. Vous évoquez, vous nous faites le récit, vous nous apprenez beaucoup de choses sur pas mal d'auteurs. Il y a Colette, il y a Marguerite Duras. Est-ce que tous ces auteurs sont vos auteurs favoris, ou vous avez construit cette constellation beaucoup aussi autour du thème? Alors certains sont des auteurs que j'aime depuis très longtemps, qui m'accompagnent depuis longtemps, et puis d'autres ont eu une place particulière du fait de cette thématique de la fêlure, et qui avait un équilibre aussi que j'ai recherché dans les choix. C'est pas juste oh, j'ai pris tous mes auteurs préférés pour voilà, de faire mon panthéon et le donner à lire comme ça. Il y a vraiment des choix qui ont été faits aussi par rapport à certains aspects que j'avais envie de montrer, et qu'il était important aussi qu'il y ait des trajectoires tragiques aussi, d'autres plus heureuses, différentes manières de faire avec les douleurs de l'existence, que l'écriture, pour certains, a été un lieu de sublimation, pour d'autres, ça n'a pas suffi à, à voilà, à surmonter certaines épreuves. Donc c'était pour pas rentrer dans cette idée que la littérature ou l'écriture nous sauve nécessairement. Je crois que c'est important, où les livres sont là pour nous secourir. Je crois que ça peut être d'une grande aide, mais il y a des moments où ça ne peut pas non plus. Et qu'il ne faut pas, voilà... je crois que dans les moments vraiment de grande douleur, on n'est pas forcément, c'est pas un livre qui vient nous sauver nécessairement. C'est dans un deuxième temps, quand on est peut-être un peu plus moins à vif. Donc voilà, j'ai voulu montrer et puis des contextes historiques différents, des périodes historiques aussi un peu différentes, parce que ça influe aussi sur ce qui peut nous rendre fragiles, et comment on va trouver une manière de s'en sortir selon les époques. Les événements n'ont pas la même résonance, n'ont pas les mêmes implications aussi. Donc voilà, il y a eu à la fois des auteurs très aimés, mais aussi des choix par rapport au sujet. Est-ce que ces auteurs, ils vous ont accompagné, comme dans votre parcours de lectrice? Est-ce que ça vous a donné confiance? Est-ce que ça vous a donné peut-être un peu d'élan de vous appuyer sur leurs paroles pour aborder ce sujet, qui est une approche très philosophique, très personnelle, d'aller déceler cette fêlure, de l'expliquer, de la transmettre, parce que c'est très particulier. Et c'est tout le travail ténu que vous faites et subtil dans ce livre. Mais voilà, est-ce que vous, voilà, ça vous a donné confiance peut-être aussi dans le langage de vous accompagner de ces auteurs? Je dis oui, il y a une forme d'accompagnement, et puis aussi de rentrer dans l'œuvre de quelqu'un. Il y a toujours quelque chose, moi, qui me fait un peu quitter mon territoire et aller vers une autre époque, quelque chose que je cherche à saisir chez l'auteur, qui n'est pas forcément, qui peut bien sûr être en miroir avec des choses plus personnelles, mais pas toujours. Et c'est cette volonté de comprendre
par exemple, certains textes littéraires, de comprendre l'époque dans laquelle cela a été écrit, comprendre aussi le contexte plus large aussi. Voilà, j'ai cette volonté de rentrer dans un univers, et chaque chapitre, c'était un petit peu voilà, cette restitution aussi de cela. Et donc, il y a... euh, oui, il y a quelque chose où je me suis un peu oubliée dans les auteurs aussi, et c'est assez agréable par moments de se laisser complètement prendre par un auteur, voilà, de devenir même un peu obsessionnel l'espace de quelques mois, euh, voilà, où je me suis laissée emporter aussi. Ouais, il y a quelque chose presque un peu de Stendhal aussi, comme le miroir au bord du chemin, et d'une autobiographie, mais par fragments quand Ouais. même, de Oui, manière alors très... c'est pas autobiographie au sens Non, de vivre les mêmes choses. absolument. C'est vraiment comment on peut être surpris, comment un auteur euh, peut arriver à faire vibrer quelque chose sans avoir forcément vécu la même chose que vous, et comment ça permet parfois d'entrer en résonance aussi avec des endroits qui sont parfois silencieux, qu'on n'arrive pas forcément à nommer, mais c'est les mots d'un autre parfois qui nous aident à voir un peu plus clairement en soi, mais aussi je ne saurais pas comment l'expliquer exactement, mais euh, oui, souvent on me pose la question, euh, c'est quoi votre fêlure? Quels sont les auteurs qui vous ressemblent le plus dans ce livre? Des questions comme cela. Et en fait, ou dire, ah mais vous dites ça à un moment, donc vous pensez... Je dis, mais en fait, chaque chapitre, c'est un peu une nouvelle histoire. Je rentre dans un nouveau personnage, une nouvelle manière de faire avec la fragilité, que ce soit dans la manière d'écrire, la manière de ressentir, et que c'est pas un programme, ce livre, en disant vous devez faire comme Colette, vous devez faire comme Pavese. Et non, parce que en fait, chacun, à certains moments, on est un peu plus Colette, à d'autres, on peut se laisser gagner par une mélancolie plus profonde. Parfois, on peut vouloir la noyer dans un verre à une soirée. Ensuite, on peut... voilà, c'est un peu... tout ça, on a un peu de tout ça en nous. Et donc, il n'y a pas de programme de vie, en fait, dans le livre. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Il y a un chapitre, par exemple, qui est très beau, c'est Marguerite Duras. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé votre façon de travailler son personnage et sa trajectoire. C'est une autrice, Marguerite Duras, que vous avez beaucoup lue? Que j'ai lu, mais pas non plus... voilà, il y a certains amis qui sont des obsessionnels de Duras, qui ont tout lu, relu. Voilà, moi j'ai lu pas mal de ses livres, mais voilà, mais j'ai voulu rentrer vraiment dans cette phrase de début de l'amant, qui est vraiment un détonateur, qui m'avait tellement marqué quand je l'avais lu, qui est resté comme un truc très, très fort d'assumer sa destruction, d'assumer ce qui a pu lui arriver, et de retrouver une souveraineté même dans son visage qui est abîmé. Voilà. Et j'ai toujours trouvé ça assez frappant. Et comment justement ce qui est parfois abîmé, vieilli, usé, peut aussi être pas que repoussant, en fait, et que Duras, elle a une manière de faire avec ça, en fait. Et je trouve que le rapport, enfin tout ce qu'elle dit sur la beauté, par exemple, au début, ça peut sembler choquant, mais quand on comprend son histoire, quand on comprend, quand on regarde les photos d'elle toute jeune, et ensuite plus tard,
comprend en quoi cette beauté a été une malédiction un peu, en tout cas a pu la mener vers des situations très périlleuses. Et on ne le dit pas assez, mais souvent, voilà, des jeunes filles ou des toutes jeunes femmes qui sont très jolies, bah, effectivement, elles sont plus exposées aussi à une forme de violence, de rapt, de prédation du regard aussi, et que c'est pas toujours que quelque chose de simple. Voilà. Alors, vous parlez du regard. Moi, j'ai été très sensible au fait que la voix était très présente, le regard, peut-être un peu comme des points aussi de frontière entre l'intérieur et l'extérieur aussi. Et j'avais l'impression un petit peu que les livres, avec vous, deviennent totalement des médiums entre l'intérieur et ce qu'on cherche à dire, et l'extérieur. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça par rapport à la surface, par rapport à cette quête de ce qui se passe à l'intérieur et dans ce qu'on peut entrevoir, dans une approche plus philosophique? Je sais pas trop si... Enfin, j'y ai pas réfléchi comme ça, mais en tout cas, ce que vous me dites sur intérieur et extérieur, je pense justement, on était en train de parler de Duras, mais je me souviens très bien dans un livre d'entretien qui s'appelle La Passion suspendue, d'un très très beau livre où elle s'entretient avec une journaliste, il me semble, et à un moment elle parle de l'écriture, de comment ça... C'est en fait quelque chose d'intérieur, d'informe, d'un peu fou en fait, qui finit par devenir extérieur. Ce processus de quelque chose qui pousse à l'intérieur et qui ensuite s'extériorise par une forme. Effectivement, dans l'art ou la création, il y a quand même ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, ça c'est certain. Et que oui, dans le livre, enfin en tout cas les livres, c'est toujours une, une manière aussi d'explorer les méandres de la sensibilité, du cœur humain, voilà, de pouvoir s'infiltrer dans des endroits qui sont difficiles à saisir et de leur donner une forme, un peu. Je parlais de médium, mais il y a évidemment ce très très joli chapitre. C'est presque un livre pour moi déjà, très très court mais très beau, sur Anne Dufourmentel. C'est très joli, cette façon que vous avez d'évoquer le fait que sa voix ait pu se mêler à la vôtre ou se déposer, de vous sentir aussi dépositaire de quelque chose peut-être par rapport à elle. J'ai trouvé ce chapitre très beau. Est-ce que ça a été un déclencheur pour votre livre ou c'est venu plus tard, après Deleuze, après... C'est un chapitre que j'ai écrit assez vite au début du livre, même s'il est à la fin, Ouais. qui est un petit peu... qui est pas du tout comme les autres. C'est un chapitre beaucoup plus personnel, plus à vif, plus décousu, voilà, qui ressemble pas trop aux autres. Mais c'était aussi pour montrer comment certains livres ou certaines rencontres peuvent faire affleurer de manière plus forte des endroits de douleur ou intérieurs qui sont parfois pas accessibles. Et quelqu'un arrive sur notre chemin, parfois ça peut être un livre, parfois c'est quelque chose qui vient réactiver de manière assez époustouflante des choses plus lointaines. Et que c'est parfois, oui, c'est inattendu. Et moi, la rencontre avec Anne et son décès aussi a provoqué quelque chose de très très fort et voilà, oui, qui m'a complètement débordée et dépassée. Et donc je voulais arriver à trouver une manière de le dire, et que c'est aussi comment il y a une voix qui peut habiter la nôtre, et que c'est une manière de parler aussi du deuil qui réactive toujours des fantômes, et que quand parfois on perd quelqu'un qui est peut-être pas forcément un parent, ou quelqu'un d'extrêmement proche, et on ne sait pas pourquoi,
ça va venir faire écho à beaucoup de choses. Mm. Ça va réveiller des morts aussi. C'est une voix qui va habiter la nôtre. Et les livres, il y a de ça aussi. Il y a la voix il y a une voix qui rentre, qui parfois se mêle à la nôtre. Et donc, je voulais en parler, quoi. Alors peut-être, je ne vais pas tout à fait suivre l'ordre, et avant de poser les questions, j'avais choisi un petit passage, Ouais. si vous voulez bien le lire. Éventuellement celui-ci, Ouais. de là jusqu'à Chagrin noyé. Ok. Parfait. On vous écoute. Je repense à toi, Anne. Tu ne cesses de hanter ma maison, de surgir dans mes rêves, même des années après. Je rêve que tu es encore là pour me délivrer un message, sortir les larmes que je ne voulais pas pleurer. Il me semble te croiser parfois dans la rue. Certaines silhouettes ressemblent à la tienne. Je cherche ton regard dans une assemblée et à te confier encore mes secrets. Je t'ai perdu de vue. Le ciel au-dessus de la mer est trop lourd à porter. Ce sentiment de fin du monde me poursuit et me fait divaguer. Il déchire ma quiétude et mes nuits. Je sais qu'il est possible qu'il revienne à tout moment. L'image de la mort, l'instant du choc, tout s'écrase. Je vrille quand j'entends la sirène des pompiers, quand mon téléphone se coupe et que je crains de n'être plus joignable. Une route verglacée, une mer agitée, un message d'amour envoyé au décollage de l'avion. Je me demande toujours quel cœur va lâcher autour de moi. Je vois des signaux partout. Ce message ou ce voyage sera peut-être le dernier. Cette étreinte la dernière. Mes yeux changent avec la couleur de la mer. La vie n'est plus dans nos yeux. On ne sait pas ce que ça fait, la tragédie. Aujourd'hui, demain, hier, Anne, la mère de Marie, la mer contenant tous mes chagrins noyés. Merci beaucoup. Alors, je vois que vous aviez préparé aussi Ingeborg Bachmann, qui est très importante dans votre livre, qui est aussi une fée qui vous accompagne. On passe au questionnaire. Alors, Charlotte, quel livre se trouve actuellement sur votre table de chevet? Alors, actuellement, il y en a pas mal, mais je dois dire qu'il y a une biographie sur Clarice Lispector, l'écrivaine Autrice géniale. brésilienne, et qui me passionne. Donc en ce moment, je suis en train de lire la biographie de Clarice Lispector, et il y a aussi un livre de philosophie et de sociologie d'Eva Illouz, Explosive modernité. Donc voilà, c'est ce qui est sur ma table en ce moment. Un beau programme. Votre titre de livre préféré? Mon titre de livre préféré, je crois que c'est Tendre et la nuit de F. Scott Fitzgerald. C'est quand même un très très beau titre. Je trouve tous les titres de Fitzgerald merveilleux. L'envers du paradis, Tendre et la nuit, Beau et damné. Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup les titres. Bah oui, on n'en a pas parlé, mais évidemment, votre livre commence avec Scott Fitzgerald. Le livre que vous auriez aimé lire plus tôt dans votre vie? Je dirais peut-être plus tôt dans ma vie. Oui, vous savez, parfois il y a des livres comme ça, on dit « Ah, mais si je l'avais lu... » En fait, c'est bizarre parce que votre question, j'ai plus des livres que j'aurais pas dû lire aussi jeune et que, en fait, à ce moment-là, j'ai détesté et que ensuite, ça m'a tenu à distance pendant trop longtemps. Duras, par exemple, je l'ai lu trop jeune et j'ai pas accroché. Du coup, il a fallu attendre longtemps avant que je la relise parce que je l'ai pas lu du tout au bon moment. C'était déjà L'Amant ou c'était un autre livre? C'était L'Amant, et puis même... Voilà, il y avait d'autres, Le Ravissement de L'Olvest, où j'étais trop jeune. Ouais. Un livre qui vous accompagne dans les moments de doute? Éloge du risque d'Anne Dufourmentel. Un livre qui secoue un peu. Le personnage de fiction que vous auriez aimé avoir comme ami?
Alors, j'aurais aimé avoir comme amie Cécile dans Bonjour Tristesse. Joli compagnonnage. Le livre que vous aimez offrir et pourquoi? Il y en a peut-être plusieurs, mais... Il y en a pas mal, mais je dois dire que j'offre beaucoup de la poésie. Donc, j'offre souvent Toute personne qui tombe à des ailes de Ingeborg Bachmann et les poèmes d'Akhmatova. Ah ouais. Donc, Requiem ou Élégie du Nord. Je dois dire que j'aime beaucoup faire découvrir cette poétesse. Le livre que vous auriez aimé ne jamais finir. Tellement vous étiez plongé dans l'univers, vous n'aviez pas envie... Bonjour Tristesse, je pense que Ouais. c'est un livre court, mais quand je l'ai lu pile au bon âge et j'aurais voulu que ça continue. Ouais, c'est un livre qui vous a complètement attrapé. Ouais, à cet âge-là, c'était vraiment la lecture au moment où il fallait que je le lise. Ouais. C'est important, on Ouais. en a parlé. Ouais. Et pour finir, avec quel auteur auriez-vous aimé entretenir une longue correspondance? Avec George Sand. George Sand, quand même, merveilleuse interlocutrice sur les passions de l'âme, d'une générosité époustouflante. Enfin, elle écrivait des lettres et des lettres et des lettres et des lettres et des lettres. Donc ouais, je pense qu'on aurait eu plein de choses à se dire. J'aurais bien aimé. Et vous en parlez très joliment aussi dans votre livre, La Fêlure. Alors on aurait eu plein de choses à se dire aussi, même si je ne suis pas George Sand, j'aurais pu passer des heures avec vous. Mais merci déjà encore une fois beaucoup de nous avoir reçus dans ce moment quand même fort, où il se passe beaucoup de choses autour de votre livre, et d'avoir pris ce temps pour cette petite parenthèse Merci à vous. autour de votre rapport à la lecture. À bientôt. À bientôt. Merci. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.